Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Alexis Cuquier. Bonjour. Bonjour Benjamin Burbaumer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les deux chercheurs. Vous en philosophie, Alexis, et vous en économie, Benjamin. Et vous venez de publier avec Marlène Rosato, vous dirigez ce livre, puisqu'il y a bien d'autres contributeurs, un ouvrage très utile à la veille des élections européennes, enfin, en tout cas que j'ai trouvé très utile et très éclairant à la veille de ces élections. Ça s'appelle Europe alternative démocratique et c'est publié aux éditions de La Dispute. D'abord, un mot sur le constat que vous faites en introduction du livre sur la question démocratique. Vous faites la démonstration que 75% du temps de parole qui est consacré aujourd'hui dans la plupart dans la quasi-totalité des instances européennes se répartissent entre la Commission européenne, la Banque centrale, l'Eurogroupe et le Conseil européen. Ils sont où les parlementaires? Ils sont où les partis politiques? Alors, les choses sont très simples en réalité. Alors, vous faites référence à une étude qui a été publiée récemment qui nous montre que depuis les années 80, en fait, la majorité du débat autour de l'Union européenne est confisquée par un petit noyau d'instances. Donc effectivement, il y a notamment les instances dirigeantes de l'Union européenne, mais aussi les gouvernements nationaux. Donc quand on prend à la fois les prises de parole de l'Union européenne et des gouvernements nationaux, qui généralement portent à peu près le même projet que l'Union européenne, eh ben on arrive à peu près à 3/4 de la prise de parole en public qui est confisquée déjà par ces instances-là. Donc effectivement, reste 25% des prises de parole en public qui sont réparties, dont à 14% c'est à peu près les partis politiques, mais de tous les bords. Donc ce qui apparaît à travers ce résultat d'études, c'est que finalement, alors que souvent on entend parler de cette idée que ce seraient les eurosceptiques qui monopolisent le débat autour de l'Union européenne, en fait c'est tout le contraire. C'est que la majorité des informations que nous on reçoit, c'est des instances qui sont favorables au projet de l'Union européenne. Donc à partir de ce constat, justement, notre livre a aussi pour ambition de contribuer au débat public, puisque justement, vu qu'il y a cette confiscation de la parole, il y a nécessité d'ouvrir, d'élargir. Vous dites même qu'il y a une confiscation de la parole citoyenne et de la parole des représentants de ceux qui ont été élus, mais vous expliquez aussi que ça fait plusieurs décennies finalement que l'on construit cette Europe, que l'on façonne cette Europe avec des outils qui visent à éloigner les citoyens français du pouvoir des lieux de décision. Tout à fait. Bon, on ne va pas entrer là dans toute l'histoire de la construction européenne, mais particulièrement les 2 dernières décennies, et en réalité à partir des derniers traités, le traité sur l'Union européenne, traité de Lisbonne, etc. L'Union européenne est vraiment devenue une construction qu'on peut dire, et on essaye de le montrer, notamment dans l'introduction en détail et rigoureusement, antidémocratique au sens très précis, où elle s'est mise à l'abri de l'intervention populaire, du vote. Donc on insiste particulièrement sur l'idée selon laquelle le Parlement a très peu de prérogatives. Elle peut pas, par exemple, il ne peut pas, le Parlement, décider de nouvelles directives, c'est le monopole de la Commission. Par exemple, c'est la seule institution élue au suffrage universel. Toutes les autres sont autonomes, particulièrement les deux les plus puissantes, la BCE, tout à fait autonome, la Banque centrale européenne, et puis la Commission. Et donc, on fait l'analyse, partagée avec d'autres, mais qu'on essaye de vraiment montrer en détail, parce que c'est central, bien sûr, dans tout le débat européen et sur la stratégie aussi de la gauche face à l'Union européenne, de montrer que c'est une construction antidémocratique qu'on ne peut donc pas réformer par la voie institutionnelle. Alors vous parlez de gauche, justement, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous expliquez que la gauche est prise au piège du jeu institutionnel finalement de l'Union européenne. Pourquoi? Pourquoi elle est prise au piège? Alors, d'abord, il faut revenir, bien sûr, il y a différentes formes de positionnement, bien sûr, par rapport à l'UE. On peut différencier, disons, même si c'est toujours compliqué selon les pays, les périodes, entre la social-démocratie et la gauche qui se dit radicale. Alors, la social-démocratie classique, historique, petit à petit, c'est tout à fait intégré dans l'idée selon laquelle le projet de l'Union européenne, parce qu'il est malgré tout orienté, ou il devrait être malgré tout orienté vers une harmonisation sociale. D'une manière générale, la social-démocratie de tous les pays membres de l'Union européenne s'est habituée à l'idée selon laquelle c'est un cadre légitime, c'est un cadre
dans lequel il faut essayer de prendre le pouvoir, d'avoir des rapports de force, mais à complètement accepter cette légitimité-là jusqu'à finalement se contenter de ces institutions telles qu'elles sont. La gauche radicale, disons les 15 dernières années, elle a un positionnement un petit peu différent de critique des traités, mais sans aller jusqu'à dire ce qui nous semble être, tout simplement la vérité, c'est-à-dire qu'il est impossible de réformer ces institutions en jouant le jeu institutionnel tel qu'il est. Résultat, cette gauche radicale est prise au piège parce que d'un côté, elle n'adhère pas telle qu'elle à ces institutions comme ont fini par le faire les partis sociodémocrates, mais d'un autre côté, elle est obligée de présenter des projets de réforme alors même qu'elle n'assume pas l'idée d'une rupture avec ces institutions, l'idée que c'est de l'extérieur de l'Union européenne qu'on peut faire avancer les choses. En vous lisant, on a quand même l'impression que vous allez même plus loin, c'est-à-dire que au-delà de la question institutionnelle, on a l'impression que vous dites en gros la gauche radicale n'est pas si radicale que ça. Vous prenez l'exemple du Parti communiste français, notamment sur la question de la Banque centrale européenne. Finalement, il n'y a pas une grande remise en cause de cette Banque centrale européenne, si ce n'est par quelques ajustements, y compris, vous prenez l'exemple de Diem 25. On a l'impression qu'on est là face à des formations qu'on appelle des formations de la gauche radicale, mais qui finalement n'ont pas un projet aussi radical sur les questions européennes, notamment sur la question de rupture que vous venez de développer. C'est ça l'idée aussi? On a l'impression que la difficulté à laquelle font face ces formations politiques, c'est qu'elles conçoivent l'Union européenne comme si c'était un État-nation. Donc ils appliquent à peu près la même grille de lecture où effectivement, dans le cadre de l'État-nation, il y a un certain nombre de leviers qui sont possibles et qui peuvent être utilisés selon les circonstances. Alors qu'il y a une différence fondamentale par rapport à l'Union européenne, c'est que c'est un appareil étatique qui est conçu justement par sa structure même pour empêcher l'expression de volonté populaire. Et ça, là dans le livre, on est un peu allé chercher les débats sur l'analyse et la théorie de l'État moderne, de l'État capitaliste. Et il y a une idée qui nous a semblé assez intéressante. Elle a été développée par un sociologue allemand qui s'appelle Klaus Hofe. Et lui, ce qu'il dit, c'est que l'État capitaliste se caractérise par une sélectivité structurelle. Alors, on peut débattre de la pertinence de cette idée quant à l'État-nation, mais par rapport à l'Union européenne, elle est assez fructueuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la sélectivité structurelle? C'est que l'Union européenne, notamment, on le voit à travers ses compétences exclusives, qui sont le marché intérieur et la concurrence, les politiques commerciales, et notamment la monnaie unique. Et ces choses-là, qui sont donc les priorités, qui sont au sommet de la pyramide des préoccupations de l'Union européenne, ces choses-là, en fait, elles ne permettent pas aux forces populaires de s'exprimer, puisque les forces populaires, ce qu'elles mettent en avant, c'est par exemple les politiques sociales, c'est l'écologie. Ces choses-là sont toujours subordonnées du point de vue de l'Union européenne. Donc, à partir du moment où on a cette pyramide très, très figée, qui exclut certains sujets au profit d'autres, et que ces sujets qui sont prioritaires sont toujours ceux qui représentent les intérêts des grandes entreprises, par exemple, et bien là, l'intervention populaire dans l'Union européenne, elle est impossible. Et c'est à partir d'une analyse de ces spécificités de l'Union européenne qu'on arrive justement à la conclusion que à l'intérieur de ces mécanismes institutionnels, on ne peut pas changer grand-chose. Donc réformer l'Union européenne de ce point de vue-là semble une tâche bien compliquée. Alors c'est très intéressant parce que justement là on parlait principalement des partis politiques, des formations politiques, de la politique à l'échelle européenne, mais vous avez aussi une analyse que j'ai trouvée intéressante sur la question du mouvement social. À l'heure où justement on nous explique qu'il faut une convergence sociale des luttes à l'échelle européenne, vous dites que le point de référence des luttes demeure aujourd'hui encore au niveau national. Et vous dites finalement que c'est pareil, ce mouvement social ne se situe plus, ou pas en tout cas, dans une rupture avec ce que sont les institutions à l'échelle européenne. Ça veut dire qu'en fait, pour vous, une autre Europe n'est pas possible ? Non, non, pas du tout. Mais en revanche, justement pour qu'une autre Europe, comme on appelle une fédération populaire, démocratique, un autre projet que l'Union européenne soit possible, il faut commencer par être réaliste sur l'état des forces, bien sûr, et aussi sur les possibilités politiques. Alors, si on parle du mouvement social européen, il y a vraiment deux arguments qu'on met en avant. D'une part,
argument plus sociologique, disons, selon lequel les rythmes des luttes des classes, des conflits sociaux sont désynchronisés, ne sont pas les mêmes, en raison même justement précisément de ces politiques inégalitaires orchestrées par l'Union européenne, qui font que les enjeux des luttes sociales dans les pays du centre, comme l'Allemagne par exemple, mais la France aussi, eh bien, ne sont pas les mêmes, y compris les enjeux de la critique de l'Union européenne, ne sont pas les mêmes que pour les pays des périphéries, du Sud, comme la Grèce, ou de l'Est par exemple. Donc, désynchronisation est l'idée selon laquelle on pourrait avoir un grand mouvement social européen complètement conjoint en même temps, qui ferait pression sur eh bien, Bruxelles, voilà, n'est pas crédible en raison même précisément de cette construction européenne et de ces politiques européennes. Ça n'empêche pas, je vais y revenir après, qu'on appelle à un travail qu'on peut dire internationaliste, de réseau, de mise en réseau, de désobéissance, de rupture, du point de vue aussi des mouvements sociaux de manière coordonnée. Mais cette idée d'un grand soir ou d'un grand mouvement social qui parviendrait comme ça à prendre la Bastille, comme je l'ai déjà entendu, de l'Union européenne, n'est vraiment pas crédible. L'autre argument, c'est lié à l'argument qu'a présenté Benjamin tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas dans une situation où un grand mouvement social pourrait faire peur d'un point de vue électoral, justement. Dans le cadre national, eh bien, nous avons l'idée que voilà, le modèle Front populaire ou autre, où eh bien, les mouvements sociaux vont pouvoir préfigurer une force alternative dans les institutions qu'elles critiquent et qu'elles contestent. Ceci n'est pas possible. Si je vous ai bien compris, en tout cas si je vous ai bien lu, tout ce discours qui, y compris d'ailleurs dans cette période électorale à quelques semaines des élections européennes, qui consiste à dire il faut une harmonisation fiscale à l'échelle européenne, il faut une augmentation des salaires à l'échelle européenne, il faut un salaire minimum à l'échelle européenne, tout ça pour vous, ça n'est pas possible dans l'état actuel des choses à l'échelle européenne. C'est du pipeau que de dire ça ou que de vendre ça aux citoyens européens. Dans le cadre des institutions européennes telles qu'elles sont, très clairement, oui. Cela étant... Mais vous allez même plus loin parce que vous dites que la rupture avec l'Union européenne est susceptible de contribuer au renforcement des revendications sociales dans les différents pays européens. Ça veut dire que pour vous, le progrès social, ce que je disais sur l'augmentation des salaires, sur justement tout ce qui a à voir avec le progrès social, ça ne passe par une reprise en main de l'État, des États. Dans un premier temps, ça nous semble indispensable. En tout cas, on ne peut pas envisager un changement autrement que par cette voie-là, précisément, puisque, comme Alexis vient de le dire, les rythmes des conflits sociaux en Europe sont désynchronisés. L'Union européenne n'est pas réceptive aux revendications populaires en raison de la sélectivité structurelle. Donc, à partir de là, reste effectivement la possibilité de développer des politiques sociales dans le cadre de l'État-nation. Mais ce n'est pas un but en soi de mettre la priorité sur l'État-nation. C'est juste que, bon, comme les autres voies sont bloquées, celle-là, elle reste disponible. Et ensuite, effectivement, ces idées d'un salaire minimum européen, d'une harmonisation fiscale, toutes ces choses-là et ces réflexions-là sont très importantes parce que justement, elles permettent de penser à nouveau comment unir les peuples européens qui, pour une bonne partie, se font justement diviser par le fonctionnement de l'Union européenne. Donc ces réflexions sont extrêmement importantes. C'est juste qu'il faut savoir les intégrer dans le possible, dans les possibilités du réel. Et là, du coup, l'État-nation peut être en quelque sorte le point de départ pour ensuite une internationalisation, une européanisation successive, graduelle à nouveau. Alors, vous, Benjamin Burbaumer, vous, dans le livre, vous revenez sur, dans un chapitre qui est consacré justement sur le concept de conscience nationale, qui est repris du sociologue Neil Davidson, en le distinguant justement de celui de nationalisme qui favorise pour partie aujourd'hui, selon vous, l'Union européenne, qui est favorisé, que l'Union européenne favorise, pour justifier la possibilité d'une rupture. Qu'est-ce qui permet cette distinction entre conscience nationale et justement nationalisme, et vers quelle conclusion justement cela vous entraîne? Alors on va faire un petit détour. Ce qui est généralement admis, c'est que faire quelque chose à l'échelle européenne, en soi, par nature, ça rapprocherait les populations, les peuples en Europe. Ça, c'était le raisonnement qui est assez répandu et qui est assez... Ça séduit parce que, bon, c'est vrai qu'on veut faire avec les autres, avec nos voisins, on veut bien s'entendre avec eux. Donc, à partir de ce raisonnement-là, on a eu l'impression que tout ce qui est européen, par nature même, s'oppose au nationalisme, au développement du nationalisme.
Or, ce qu'on voit en réalité, c'est que cette division en nations est bien sûr aussi le résultat des politiques économiques de l'Union européenne, mais aussi des activités de la Commission européenne, même par exemple quand elle essaie d'écrire un récit, l'histoire de l'Europe. La Commission européenne a tenté ça, on donne l'exemple dans le livre. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les pays du sud de l'Europe et de l'est de l'Europe, donc les deux périphéries, ont protesté parce qu'en fait, leur histoire a été méprisée, négligée par ce récit qui tourne notamment autour du récit, la France et l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays du centre, grosso modo. Et on fournit dans le livre un certain nombre d'exemples qui montrent que, en fait, la Commission européenne, elle, est justement aussi un facteur de division nationaliste en Europe. Donc là, on change totalement de schéma. Donc c'est pas le niveau européen de l'Union européenne qui réunit l'Europe, mais qui divise plutôt. Et donc, à partir de ce constat-là, il faut s'interroger ce que ça veut dire en fait le nationalisme ou la conscience nationale. Et ce qu'on observe souvent aussi, c'est que dans les études, à nouveau, ça c'est documenté dans notre livre, ce qu'on observe, c'est que le rejet de l'Union européenne, qui est assez répandu même aujourd'hui, il repose sur deux raisons principales. La première, c'est qu'avec l'Union européenne, les pays perdent le contrôle sur les politiques économiques. Et le deuxième élément, c'est que les démocraties du cadre de l'État-nation aussi sont minées. Voilà, ces deux impressions-là, et à partir de ces deux raisons du rejet de l'Union européenne, est souvent conclu que du coup tout le monde est nationaliste. Alors que ces deux raisons-là devraient plutôt nous faire réfléchir sur ce que ça veut dire en fait, ce rejet. Et la distinction entre nationalisme et conscience nationale que développe Neil Davidson, justement, elle permet de comprendre ça. Et donc il distingue grosso modo entre une conscience nationale qui veut simplement dire que on a conscience de se trouver à un endroit donné et que pour améliorer les choses, vaut mieux commencer par son entourage. Et généralement, comme les espaces nationaux en Europe sont quand même relativement homogènes, l'espace national, du coup, permet un changement politique. Donc la conscience nationale, c'est en quelque sorte l'acceptation passive qu'on se trouve à un endroit donné, qu'on est là. Alors que le nationalisme, lui, c'est totalement différent. Ça correspond à une démarche active de construire la nation comme priorité politique et de faire ses choix politiques en fonction de cette priorité-là. Donc, une fois qu'on a distingué ces choses-là, rejeter l'Union européenne pour des raisons sociales, économiques ou démocratiques, c'est pas du nationalisme, c'est tout simplement avoir une certaine conscience nationale qui ne veut pas dire qu'on exclut les étrangers, qu'on est contre les immigrés. C'est juste de se rendre compte d'une évidence, c'est que on se retrouve à un certain endroit et c'est là qu'on peut s'approprier les différents leviers politiques. J'ai une dernière question pour vous deux. Je l'ai dit, l'ouvrage est vraiment intéressant parce qu'il ne se contente pas finalement d'analyser les choses. Il fait aussi des propositions. Vous parlez du plan B pour l'Europe, c'est-à-dire de mettre fin à l'austérité et de créer des emplois de qualité, imposer une souveraineté nationale, vous l'avez dit, populaire et de démocratie. Alors finalement, je me suis posé la question, elles s'adressent à qui ces propositions ? Parce que plus personne, même au sein de la France insoumise, ne parle d'un retour justement à ce que vous appelez justement la conscience, au retour de cette conscience nationale. Plus personne ne propose de sortie de l'Union européenne aujourd'hui, à gauche en tout cas. Alors, le livre, déjà la particularité, vous venez de le dire, d'avoir des contributions de plusieurs pays d'Europe. Il est issu d'un travail d'un think tank européen qui s'appelle RNCEP, donc avec des contributions espagnoles, grecques, françaises, britanniques, slovènes, allemandes, autrichiennes, bon voilà. Donc peut-être il sera traduit aussi. Donc déjà, voilà, c'est un livre à dimension européenne et c'est vraiment un des problèmes, il me semble, de la discussion française, notamment sur l'Europe, d'être très centré sur la France en oubliant ça. À qui il s'adresse ? À trois, on pourrait dire, même si c'est toujours compliqué de catégoriser comme ça les lecteurs, il s'adresse à tout le monde qui s'intéresse à ces questions, mais particulièrement aux électeurs et électrices qui se posent des questions sur ces programmes. Se posent des questions. Ça fait 5 ans, disons, que beaucoup de gens, moi j'entends dans les milieux académiques ou militants, des gens me disent le programme Rompre et refonder l'Europe, qui était le programme du Front de gauche, d'Union à gauche, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire en fait. Comment on le fait très concrètement ?
De même, hein, les programmes qui sont insuffisants, irréalistes en grande partie, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, les électrices, les électeurs, les militants se demandent qu'est-ce que ça peut vouloir dire. C'est vraiment possible de faire ça, ce plan A, mais comment on va faire exactement? C'est quoi le projet, la stratégie? Ou le plan B, si on reprend ce terme, même si là, c'est pas tellement mis en avant hein, dans la campagne, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment on fait? Donc, d'abord, il y a vraiment, je pense, toute une série de questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui dans le débat public et politique, auxquelles cet ouvrage cherche à apporter des réponses. Il s'adresse aussi eh bien, aux militants, hein, des mouvements sociaux notamment, qui ont conscience qu'il faut un travail internationaliste, il faut des liens, il faut des grèves transnationales, on le dit aussi bien sûr, hein, il faut la première étape avant une rupture par un gouvernement de gauche populaire, c'est bien sûr de faire des liens entre tous les espaces municipaux, régionaux, nationaux aussi, ou des initiatives sur la question des migrants, sur la question de la dette, sur la question des droits sociaux, des droits du travail, eh bien, contestent ces politiques néolibérales et se rendent compte, mais sans vraiment un projet social et politique et sans vraiment une stratégie pour l'instant très claire, que eh bien, ces mouvements en tant que tels sont la première étape mais ne suffisent pas. Ça s'adresse aussi eh bien, au monde académique, hein, parce que effectivement, c'est la plupart des livres, y compris de recherche, des livres universitaires, soit refusent complètement et refoulent cette question stratégique qui intéresse tout le monde. Donc on a des analyses eh bien, qui sont un peu hors sol parce qu'elles prétendent contester telle ou telle orientation sans eh bien, les prendre au sérieux en disant quelle autre orientation serait possible. Donc nous, très clairement, on arrive à l'idée, il faut faire ce travail internationalisme et un internationalisme des peuples et pas du capital comme l'Union européenne. Il faut préparer des ruptures au niveau d'un gouvernement au niveau national et il faut eh bien, travailler sur un projet d'une Europe démocratique et populaire, alternative, qui ne se construira pas de l'intérieur mais de l'extérieur eh bien, des institutions européennes. Ça s'adresse donc en fait, hein, militants, dirigeants politiques aussi, pourquoi pas, électrices, électeurs qui se posent des questions et puis chercheurs, chercheuses, à toutes celles et ceux qui prennent au sérieux hein, cette question européenne. Finalement, c'est ça aussi qu'on veut dire. Si on veut réfléchir à une politique de gauche réaliste, démocratique, radicale, mais tout simplement au sens de quelque chose qui pourrait avoir lieu vraiment hein, réaliste, il faut prendre très au sérieux cette question européenne, ce que la plupart en réalité, des stratégies aujourd'hui ne font pas. C'est ce que j'allais vous dire, et ce sera pour vous le mot de la fin, Benjamin Gurmomer, peut-être rapidement quand même, quand on lit le livre et quand on fait le constat justement du débat politique, notamment à gauche, sur la question européenne, on est du coup interloqué de voir vos propositions qui parlent de rupture et celles justement des propositions qui existent aujourd'hui à gauche qui n'existent pas. Il n'y a plus de rupture, plus personne ne parle de rupture à l'échelle de l'Union européenne. Donc finalement, on aurait aimé peut-être que votre livre soit peut-être davantage connu en amont de cette élection européenne pour que ça prenne aussi dans l'opinion politique. Je n'ai pas de traduction politique à ce que dit votre livre aujourd'hui, visiblement dans l'échiquier politique. Enfin, peut-être que je me trompe, mais... En soi, c'est pas très grave. Et le livre a aussi cette particularité d'être un livre qui analyse les mécanismes qui font que, au lieu d'unir les peuples européens, l'Union européenne les divise plutôt. Et ça, c'est un élément qui n'est pas seulement pertinent avant une élection européenne, mais qui restera pertinent tant que la situation persiste. Donc de ce point de vue-là, le livre ne va pas être périmé. C'est aussi un livre, bon, il faut prendre un peu de temps aussi pour le lire. On a essayé de mettre en avant les mécanismes qui font que l'Union européenne divise. Et ça, c'est un travail du coup qui ne perd pas de sa valeur, qui peut être utilisé à plusieurs moments. Mais une chose est quand même très intéressante, c'est que, comme Alexis vient de le mentionner, on a des contributeurs de plusieurs pays européens, à la fois du sud, de l'est et du centre. Et ils font tous le même constat. Alors effectivement, le mécanisme est différent. Les canaux par lesquels les inégalités en Europe se développent ne sont pas exactement les mêmes selon ces trois pôles, mais le résultat final, il est le même. Et donc, le débat, en fait, il est le même aussi dans tous les pays européens. Certes, pas avec la même intensité, pas avec les mêmes conclusions, mais notre livre, justement, c'est un livre européen qui propose une grille de lecture et une explicitation des mécanismes. Et en tant que tel, on est heureux de débattre avec qui veut débattre avec nous. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci.